La lumière d'automne se filtrant à travers les fenêtres de la salle à manger de la maison des Mallery projetait de longues ombres sur la table en chêne. Orin Mallery, 45 ans, était assis à l'extrémité, le dos droit, figé mais maîtrisé. Ses yeux sombres, habituellement chaleureux et attentifs, s'étaient durcis, devenus aussi tranchants que le silex alors qu'il observait sa femme depuis 15 ans, brun, 43 ans, debout avec un clipboard pressé contre sa poitrine. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Ses cheveux au burn tirés en une queue de cheval serrée accentuaient les angles marqués de son visage. Commençons, annonça Brun avec un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. Nous devons aborder certains sujets familiaux. Autour de la table, la famille de Brun était réunie. Sa sœur aînée, Odessa Harlow, 47 ans, aux cheveux blonds platine parfaitement méchés et au visage figé dans une expression perpétuelle d'insatisfaction. Le mari d'Odessa, Tran Harlow, 49 ans, un homme qui arborait son éducation de l'Ivy League comme une médaille et abordait chaque conversation comme un concours. Leur fille Ila, 17 ans, n'avait pas levé les yeux de son téléphone depuis leur arrivée, ses ongles peints tapotant sans cesse l'écran. Le frère cadet de Brun, Nolan Pierce, 35 ans, affalé sur sa chaise, portait un hoodie de start-up tech qui contrastait avec le regard calculateur dans ses yeux. Ellis Mallery, 9 ans, le fils de Brun et Orin, était assis près de son père, ses petites mains manipulant nerveusement un puzzle en bois qu'Orin lui avait sculpté pour Noël dernier. J'ai parlé avec tout le monde, poursuivit Brun, sa voix prenant ce ton professionnel qu'elle utilisait pour les levées de fonds de son association. Et nous pensons qu'il est temps d'aborder l'inconfort que tu crées lors des réunions de famille. Un sourcil d'Orin se haussa légèrement, seul signe qu'il l'avait entendu. Tu ne participes pas, tu ne t'investis pas, tu es là, à nous juger tous. Odessa intervint, ses paroles dégoulinant d'un souci feintement sincère, le petit a besoin de meilleures influences. Nolan ajouta en pointant vaguement Ellis du menton, sans même le regarder, exactement. Tran se racla la gorge avec autorité, en tant que parent le plus expérimenté ici. Tu as un seul enfant, intervint Orin, sa voix grave et égale. Je pense que nous devons envisager ce qui est le mieux pour l'unité familiale élargie, continua Tran comme si Orin n'avait rien dit. Il leva les yeux un instant, c'est juste super gênant quand t'es là, oncle Orin. Personne n'arrive à être soi-même. Brun hocha la tête d'un air compatissant vers sa nièce avant de se tourner de nouveau vers la table. J'ai préparé une résolution simple. Que tous ceux qui sont en faveur de l'exclusion d'Orin des prochaines réunions de famille, jusqu'à ce qu'ils démontrent une meilleure intégration sociale, lèvent la main. 5 mains se levèrent instantanément. Celle de Brun parmi elles. Maman? La voix d'Ellis tremblait, ses yeux écarquillés de confusion. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour ton bien, chérie, répondit Brun sans même le regarder. Ellis se tourna vers son père, les larmes lui montant aux yeux. Papa, pourquoi ils font ça? Le visage d'Orin s'adoucit alors qu'il regardait son fils. Il tendit la main, sa paume calleuse recouvrant délicatement celle d'Ellis. Parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre le silence et la faiblesse. Il se leva lentement, sa chaise raclant le parquet. Prends ton puzzle, mon grand. On va prendre une glace. Tu ne peux pas simplement partir, lança Brun, tranchante. Orin sourit, mais ce n'était pas le sourire chaleureux qu'il réservait à Ellis. C'était autre chose, de plus glacial. En fait, si. Tu viens de voter mon exclusion, tu te souviens? Ellis, prends ta veste. Alors qu'il marchait vers la porte, Orin s'arrêta et se tourna vers la table. Vous savez, j'ai pris des notes pendant des années. Chaque prêt. Chaque faveur. Chaque manipulation. Je n'ai juste jamais pensé que vous me faciliteriez autant l'usage de tout ça. La porte se referma derrière eux avec un petit clic, plus définitif encore qu'un claquement sec. 6 mois plus tôt, Orin se tenait dans son bureau à domicile, mettant à jour méticuleusement le registre qu'il tenait depuis près de 10 ans. La pièce était le reflet de sa nature méthodique, étagères classées par sujet et par auteur, un tableau blanc couvert de formules logistiques soigneusement écrites, et des murs ornés de cartes marquant les itinéraires d'expédition de son entreprise. Un coup à la porte interrompit sa concentration.
Les traiteurs ont besoin de 2000 $ supplémentaires pour l'anniversaire de Léla, annonça Brun sans introduction, appuyé contre l'encadrement. Orin posa son stylo. On leur a déjà donné 5000. Odessa veut passer au forfait premium. C'est important pour elle. C'est important pour elle que je le paie, corrigea Orin. L'expression de Brun se durcit. C'est la famille, Orin. C'est comme ça qu'on fait en famille. Ah oui? Orin sortit son chéquier et commença à écrire. Le mois dernier, c'était l'investissement d'urgence de Nolan. Le mois d'avant, la deuxième hypothèque de Tran et Odessa. Tu es toujours si froid avec ces choses, soupira dramatiquement Brun. Des chiffres, des registres. Où est l'humanité? Orin lui tendit le chèque. L'humanité ne paie pas les factures, Brun. Et la famille, normalement, ne vient pas avec des demandes itemisées. Alors qu'elle prenait le chèque, ses doigts effleurèrent ceux d'Orin non pas avec tendresse, mais avec évaluation. Tu as changé. Non, répondit Orin en retournant à son registre. J'ai juste arrêté de faire semblant. Lorsqu'elle partit, Orin sortit un dictaphone du tiroir de son bureau et parla doucement. 15 avril. 2000 $ supplémentaires pour la fête d'Ila, demandée par Odessa via Brun. Contribution totale à la famille Arlo, maintenant plus de 75 000 $ pour cette année seulement. Il fit une pause, puis ajouta. Ellis m'a demandé d'apprendre à jouer aux échecs aujourd'hui. Brun lui a dit que c'était trop ennuyeux et l'a envoyé chez Odessa pour une vraie sortie avec Ila, qu'il a ignorée pendant 3 heures pendant qu'il regardait la télé seul. Papa, regarde ça, cria Ellis, son petit corps en équilibre précaire sur le plongeoir de la piscine du country club, pendant la fête des 17 ans de Léla. Orin leva les yeux de sa conversation avec Ex Monroe, son ami de longue date dont l'expertise mécanique avait aidé Orin à bâtir son entreprise de logistique. Ex était un colosse, barbe poivre et sel, les mains toujours tachées de graisse de moteur, clairement hors contexte parmi les membres polis du club. Je regarde, mon grand, répondit Orin en souriant, tandis qu'Ellis exécutait un superbe plat qui éclaboussa tout le bord de la piscine. Ton gamin a du cran, observa Ex, sa voix râpeuse pleine d'une chaleur rare. Il tient ça de sa mère, répondit Orin, même si la comparaison sonnait creux. De l'autre côté du bassin, Brun régnait en reine auprès de sa sœur et le frère, jetant parfois un regard désapprobateur en direction d'Orange. Il a été assis à une autre table, entouré de ses amis, ne faisant aucun effort pour dissimuler son mépris envers son petit cousin, alors qu'Ellis sortait de la piscine en courant vers le plongeoir. Orin s'excusa auprès de Ex et s'approcha du bassin, préférant être à proximité au cas où Ellis aurait besoin de lui. Alors qu'il passait près de la table d'Ila, il l'entendit dire à ses amis, sans baisser la voix. « C'est mon oncle bizarre, dit-elle en ricanant. Maman dit qu'il est genre émotionnellement bloqué ou un truc comme ça. C'est Tante Bin qui gère tout, parce qu'il pige rien aux trucs humains normaux. » Le pas d'Orin chancela brièvement, mais il continua d'avancer, impassible. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Orin se retrouva acculé près du bar par Tran. « Super fête, hein? Merci d'avoir tout pris en charge, dit Tran en lui tapant l'épaule d'un air faussement chaleureux. Écoute, ça fait un moment que je voulais te parler d'une opportunité business. Ma boîte se lance dans le conseil en logistique, et vu ton expérience. Tu veux que j'investisse, répondit Orin, d'un ton plat. Le sourire de Tran vacilla. Je veux t'offrir une opportunité. Tu serais là dès le départ. Gros rendement. Comme pour le projet immobilier de l'an dernier. Celui qui a eu besoin d'un apport en urgence 6 mois plus tard. À cause de la volatilité du marché? Tran agita la main, désinvolte. Là, c'est différent. Ça l'est toujours, rétorqua Orin en sirotant son whisky. Envoie-moi le plan d'affaires. Je le consulterai. Génial, dit Tran, visiblement soulagé. Je savais que tu verrais le potentiel. Et puis, la famille, ça s'entraide, pas vrai. Alors que Tran s'éloignait, Orin remarqua Odessa s'approchant de Brun. Les deux femmes jetèrent un coup d'œil dans sa direction avant de se pencher l'une vers l'autre, plongées dans une conversation privée. Sur le chemin du retour, alors qu'Ellis dormait à l'arrière, Brun brisa le silence.
Tu m'as embarrassé ce soir. Orin gardait les yeux rivés sur la route. Comment ça? Amener Ex à un événement du club de campagne? Il a passé son temps à froncer les sourcils. Et faire cette scène quand Ellis était sur le plongeoir. Odessa essayait de me présenter à la présidente du conseil des arts de la Willamette Valley. Ellis aurait pu se blesser. Il allait très bien. Tu l'étouffes avec toute cette attention. Il doit apprendre à être indépendant. Il a 9 ans. Et ça, c'est un autre problème, enchaîna Brun comme s'il n'avait rien dit. Tu n'élèves jamais la voix. Même quand tu es en colère. C'est pas normal. Ça met tout le monde mal à l'aise. Je suis désolé que mon équilibre émotionnel te dérange, répondit Orin d'un ton égal. Tu vois? Voilà exactement ce que je veux dire, s'écria Brun. Qui parle comme ça? Équilibre émotionnel. On dirait un robot qui essaie d'imiter un humain. Ellis bougea légèrement à l'arrière. Orin baissa encore la voix. On en parlera à la maison. Une fois Ellis endormie et bordée dans son lit, Brun reprit son attaque dans la cuisine, sa voix montant en intensité à chaque accusation. Tu te fiches de ma famille, tu te fiches de ma carrière. Tout ce qui compte pour toi, ce sont tes foutus systèmes et ton petit projet personnel qu'est notre fils. Ne mêle pas Ellis à ça, prévint Orin, une dureté rare dans la voix. Pourquoi pas? Tu en as déjà fait un mini-toi. Silencieux, jugeant tout le monde, et c'est bon, stop. La voix d'Orin ne monta pas. Mais quelque chose dans son ton arrêta Brun net. Je soutiens ta famille financièrement depuis 15 ans. Je n'ai jamais critiqué tes choix de carrière. J'ai assisté à chaque événement, signé chaque chèque, fait chaque don. Mais Ellis, il est hors limite. Ce n'est pas un projet. C'est mon fils. Notre fils, corrigea Brun mécaniquement. Est-ce qu'il l'est vraiment? Demanda Orin calmement. Quand l'as-tu aidé pour ses devoirs? Tu es déjà venu à une réunion du club de sciences? Tu sais ce qu'il lit en ce moment? Je suis occupé. J'ai des responsabilités. Moi aussi. Et en ce moment, ma responsabilité c'est de protéger mon fils. De ne pas le laisser devenir un dommage collatéral dans le petit jeu que toi et ta famille jouez. Brun plissa les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Orin ne répondit pas. Il se dirigea vers son bureau, referma la porte derrière lui, laissant Brun seul dans la cuisine. À l'intérieur, il ouvrit un tiroir, en sortit un journal en cuir, et tourna la page vers une feuille blanche. Il commença à écrire, son stylo appuyant fermement sur le papier. C'était le moment. Le centre communautaire bourdonnait d'activité alors que le club de sciences d'Ellis se préparait pour la compétition régionale. Orin circulait entre les tables, aidant les élèves à résoudre leurs problèmes techniques, gardant un œil sur Ellis, qui collaborait avec une fille nommée Penny sur un modèle d'éolienne. Monsieur Mallory, appela une voix derrière lui. Orin se retourna et vit Delaney Ross, l'ancienne institutrice de maternelle d'Ellis, aujourd'hui responsable du club. Ses yeux brun rieurs se plissèrent quand elle sourit, ses boucles naturelles tirées en une queue de cheval pratique. Mademoiselle Ross acquiesça Orin. Les enfants sont prêts, grâce à vous, dit-elle. Peu de parents se portent volontaires chaque semaine. Elle hésita, puis ajouta. Ellis m'a dit que Madame Mallory ne pourrait pas venir à la compétition ce week-end non plus. Le visage d'Orin resta neutre. Elle a un événement de levée de fonds. Delaney hocha doucement la tête, ses yeux exprimant une compréhension silencieuse. Ellis a de la chance de vous avoir. Certains enfants n'ont personne pour les soutenir ainsi. Avant qu'Orin ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un message de Brun, besoin que tu fasses un virement de $5000 à Nolan, urgent, c'est pour sa start-up. Je t'expliquerai plus tard. Orin remit le téléphone dans sa poche sans répondre. Tout va bien, demanda Delaney. Des affaires de famille, répondit Orin vaguement. Pour la compétition, j'aimerais conduire Ellis moi-même plutôt qu'il prenne le bus avec le groupe. Est-ce que ça pose problème? Pas du tout. En fait, j'aurais bien besoin de place en plus pour du matériel. Elle sourit, puis baissa la voix. Entre nous, Ellis et Penny ont le projet le plus solide.
Je ne serais pas surprise s'il remportait quelque chose. Orin esquissa un léger sourire. Il a travaillé dur. Plus tard dans la soirée, Orin était à son bureau, passant des appels pendant qu'Ellis faisait ses devoirs dans le petit coin d'études qu'il lui avait aménagé. Parker, j'ai besoin que tu révises les documents de la fiducie comme on l'a discuté, dit-il calmement au téléphone. Oui, y compris les clauses concernant la garde. Non, je n'anticipe rien, mais je veux que tout soit prêt. Pour la semaine prochaine si possible. Après avoir raccroché, il passa un autre appel. X, c'est Orin. Tu te souviens de l'espace dans l'entrepôt à Bellevue? Je veux signer pour la location. Oui, je sais que c'est en zone résidentielle à l'étage. C'est justement le but. Il raccrocha, puis aperçut Ellis qui le regardait. Tout va bien, mon grand, demanda-t-il. Ellis posa son crayon. Toi et maman, vous allez divorcer? La question, directe, prit Orin de court. Mais il n'avait jamais menti à son fils. Il ne commencerait pas maintenant. Il s'assit à côté de lui. Pourquoi tu demandes ça? Odessa a dit à maman qu'elle devrait parler à son amie avocate. Je les ai entendus hier à midi, quand j'allais chercher de l'eau. Orin réfléchit, choisissant ses mots avec soin. Ta maman et moi ne sommes pas toujours d'accord en ce moment. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que peu importe ce qui arrive, tu seras toujours la personne la plus importante dans ma vie. Ellis hocha doucement la tête. Et si toi et maman n'êtes plus ensemble? Est-ce que je pourrais quand même vivre avec toi? Demanda Ellis, les yeux pleins d'espoir. Si c'est ce que tu veux, répondit Orin, la voix adoucie. Est-ce que c'est ce que tu veux? Ellis baissa les yeux sur ses devoirs. Maman n'est jamais là de toute façon. Et quand elle l'est, elle est toujours au téléphone ou en colère contre quelque chose. Il leva les yeux vers son père. Toi, tu m'aides avec les trucs. Tu m'écoutes. Orin passa un bras autour des épaules de son fils. Alors c'est ce qu'on fera, murmura-t-il. On fera en sorte que ça arrive. Lorsqu'Ellis monta se coucher, Orin reçut un message d'un numéro inconnu. Opération Belle Journée en cours. Orin supprima immédiatement le message, puis se tourna vers son journal intime. Ce soir, l'entrée serait particulièrement détaillée. Les dîners du dimanche chez les Mallery étaient devenus une tradition qu'Orin endurait en silence. Ce soir-là, Odessa menait la conversation, racontant les dernières aventures de son cabinet de design d'intérieur et d'un client particulièrement prestigieux. Bien sûr, je lui ai dit que le blanc coquille d'œuf était une catastrophe pour son teint. Une maison doit valoriser la personne qui y vit, pas l'effacer, dit-elle en gesticulant avec sa fourchette. Elle ne comprenait pas au début, mais dès que je lui ai montré les échantillons verts d'écume, elle m'a littéralement supplié de prendre le projet. Tran acquiesça d'un air entendu. C'est toujours comme ça. Quand les Henderson ont engagé mon cabinet pour restructurer leur portefeuille, les clients ne savent pas ce qu'ils veulent, jusqu'à ce qu'on leur montre. En parlant de clients, intervint Nolan, son attention se tournant vers Orin. Des nouvelles de l'investissement dont on a parlé? Le tour de financement de série B se clôture ce vendredi. Avant qu'Orin ne puisse répondre, Brun s'empressa d'ajouter. Évidemment qu'il va t'aider, n'est-ce pas chérie? La famille soutient la famille. La sonnerie de la porte interrompit l'échange. Je vais ouvrir, dit Orin en se levant. Il revint quelques instants plus tard, suivi d'un coursier en uniforme impeccable. Livraison nécessitant la signature de tous les présents, annonça le livreur. Pendant le dîner, fit Brin, visiblement agacé. Je crains que ce ne soit indispensable, madame, répondit le coursier, en posant 6 enveloppes identiques sur la table. Je dois être témoin de l'ouverture de chaque enveloppe et de la confirmation du contenu. Odessa attrapa l'enveloppe à son nom. C'est quoi, ça, Orin? Aucune idée, répondit-il en se rasseyant. Un à un, ils ouvrirent les enveloppes. À l'intérieur, une lettre en tête de Whitman Frost et Associés, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Portland. Le silence tomba sur la pièce. C'est ridicule, s'écria Tran, le masque de confiance se fissurant. Diffamation de caractère? Manipulation émotionnelle.
C'est une blague? Ce n'est pas une blague, répondit Orin calmement. Ce sont des preuves. Brun le fixa, le visage blême. Tu nous as enregistrés? Nos conversations privées? L'Oregon est un État à consentement unilatéral, expliqua Orin. Tout est légal et recevable. Nolan jeta violemment sa lettre sur la table. Tu ne peux rien prouver. Page 3, dit Orin en désignant le document. Le transcript complet de ton explication sur les 80 000 $ que tu disais nécessaires en mars dernier. Compare ça avec le dossier que tu as présenté à tes investisseurs. Le visage de Nolan perdit toute couleur. Odessa se tourna vers Brun. Tu étais au courant de ça? C'est pour ça que tu nous as poussés à... Ne termine pas cette phrase, Odessa, l'interrompit Orin. Tu ne ferais qu'empirer ton cas. Le coursier se racla la gorge. Si tout le monde a confirmé la réception, j'aurai besoin de vos signatures ici. Une fois le livreur parti, l'explosion fut immédiate. Espèce de manipulateur. Gronda Tran. Attention, prévint Orin. Souvenez-vous de la lettre. Chaque mot prononcé dans cette maison peut être enregistré. Ellis observait les adultes, la confusion et la peur dans les yeux. Orin se tourna vers lui avec douceur. Ellis, pourquoi tu ne montrais pas continuer ton modèle? Je viendrai t'aider dans un moment. Quand Ellis eut quitté la pièce, Brun se tourna vers Orin, furieuse. Comment oses-tu faire ça devant notre fils? Notre fils. Celui que tu voulais envoyer en camp d'été pour ne pas gêner la rénovation de la piscine de ta sœur, répondit-il en arquant un sourcil. Celui dont tu as raté la compétition scientifique pour aller faire du shopping avec Ila? C'est injuste. Non, ça ne l'est pas. Tout comme ce que tu lui fais vivre. Ou ce que tu m'as fait vivre. Il se leva. Je pense que le dîner est terminé. Vous avez tous une copie des documents. Ce qui arrivera ensuite dépend de vous. Alors que chacun quittait la table, sonné, il s'approcha d'Orin. Ma mère m'avait dit que tu tenterais un coup comme ça, dit-elle, tentant de paraître bravache malgré sa voix tremblante. Elle a dit que tu étais froid, calculateur. Orin la regarda dans les yeux. Ta mère a aussi dit que l'argent qu'elle m'avait emprunté l'an dernier servait à ton fonds universitaire. Tu veux savoir où il est vraiment allé? Ila hésita, puis détourna le regard. Une fois tout le monde parti, Brun affronta Orin dans la cuisine. Qu'est-ce que tu veux? L'argent? La maison? C'est quoi, une forme tordue de négociation? Je veux ce que j'ai toujours voulu, répondit Orin calmement. Une famille où chacun se traite avec respect et honnêteté. Puisque ça semble impossible, je vais me contenter de protéger Ellis et moi d'une nouvelle exploitation. Tu ne peux pas m'enlever mon fils. Je ne veux pas le faire, dit-il sincèrement. Mais je le ferai si je dois. Brun pâlit. Tu viens de déclarer la guerre à la mauvaise famille, Orin. Tu as peut-être tes petits dossiers et tes enregistrements, mais nous avons des relations. Des gens importants dans cette ville. Je sais, acquiesça Orin. C'est pour ça que j'ai passé la dernière année à construire les miennes. Plus tard, Brun était assise dans le bureau de son avocat, Vance Caldwell, au centre-ville de Portland. La pluie martelait les fenêtres, écho à sa colère. Il ne peut pas avoir des preuves pour tout ça, protesta-t-elle, en poussant la lettre vers lui. Vance, un homme maigre aux yeux perpétuellement fatigués, parcourut le document. Madame Mallory, je dois vous demander. Ces allégations sont-elles exactes? Ce n'est pas la question. S'emporta Brun. Il menace ma famille. Il veut me prendre mon fils. La question, répondit prudemment Vance, c'est s'il peut prouver ce qu'il avance. Parce que s'il peut. Il s'interrompit, réajustant ses lunettes. S'il peut quoi? Exigea Brun. S'il peut, vous avez un sérieux problème. Il sortit un dossier. J'ai examiné votre contrat prénuptial. Ce vieux truc? Je l'ai signé il y a 15 ans, quand on n'avait rien. Vous l'avez signé, insista Vance. Et il est exceptionnellement rigoureux. Il y a même une clause qui traite de sabotage émotionnel et d'interférence familiale,
ce qui donne à Monsieur Mallery le droit d'invalider les dispositions sur les biens communs. Brun blêmi. En clair, il garde tout ce qui est à son nom. Et selon les documents financiers que vous m'avez fournis. Il feuilleta quelques papiers. La maison est à son nom. Les véhicules sont loués via sa société. Vos comptes communs sont en réalité des comptes de tutelle avec lui comme titulaire principal. C'est impossible. J'écris des chèques depuis notre compte commun tout le temps. Vous avez des droits de signature. Pas la propriété. Vance ôta ses lunettes. Madame Mallery, avez-vous lu un seul des documents financiers que vous avez signés ces 15 dernières années? Le silence de Brun fut une réponse suffisante. Et ce n'est pas tout. Le fiduciaire établi pour Ellis le désigne comme seul gestionnaire. Votre accès dépend de votre résidence avec l'enfant, ce qui prendrait fin avec un divorce. Donc je n'ai rien? Cria Brun, stupéfaite. Après 15 ans de mariage? Vous aurez ce que prévoit le contrat, une somme forfaitaire de $100 000, ajustée à l'inflation. À moins que quoi? À moins que vous puissiez prouver qu'il a rompu les termes avant vous. Vance se pencha. Vous a-t-il déjà maltraité, Ellis? A-t-il négligé ses responsabilités financières? Une liaison? Brun réfléchit longuement, puis s'effondra dans son siège. Non. Il est frustrant de perfection, sur le papier. Alors, nous devons envisager une négociation, conseilla Vance, avant que tout cela ne dégénère. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Orin rencontrait Paris Whitman, la fondatrice de fer du cabinet Whitman Frost et Associés. Le bureau de Paris offrait une vue panoramique sur le mont Hood, mais ni elle, ni lui ne lui accordaient la moindre attention. Votre documentation est irréprochable, fit remarquer Paris en consultant les dossiers sur sa tablette, enregistrements audio, relevés financiers, témoignages. La plupart de mes clients viennent avec leurs émotions. Vous m'apportez des preuves. J'ai eu le temps de me préparer, répondit Orin. Je vois, murmura Paris en posant sa tablette. Les lettres ont été envoyées. Quel est le résultat que vous espérez, monsieur Mallery? Je veux la garde exclusive de mon fils, avec un droit de visite supervisé pour mon épouse, tant qu'elle n'aura pas prouvé sa stabilité. Je veux que mes obligations financières envers sa famille prennent fin, sans possibilité de recours juridique. Et je veux une rupture nette. Pas de bataille judiciaire interminable. Pas de tapage médiatique. Paris hocha la tête. Ambitieux, mais pas impossible, vu ce que vous m'avez fourni. Elle le dévisagea, intriguée. Puis-je vous demander pourquoi avoir attendu si longtemps? Certains de ces documents datent de presque 10 ans. Le visage d'Orin resta impassible, mais quelque chose vacilla dans son regard. J'espérais un changement. Qu'il finirait par voir Ellis comme autre chose qu'un pion ou un fardeau. Que Brun se souviendrait pourquoi nous nous étions mariés, à l'origine. Et à quel moment avez-vous compris que cela n'arriverait pas, demanda Paris. Quand ils ont organisé un vote pour m'exclure de ma propre famille, dit Orin sans émotion. Devant mon fils. Paris nota quelque chose. Vous savez que cela ne sera pas facile. La famille de votre épouse a des connexions sociales à travers tout Portland. Odessa Harlow préside 2 conseils d'administration de grandes œuvres caritatives. Tran Harlow joue au golf avec le juge Werner. Et l'entreprise tech de votre beau-frère sponsorise la moitié des événements culturels de la ville. Je compte justement sur ces connexions, répondit Orin. Les gens d'influence ont plus à perdre quand leur réputation est menacée. Et vous êtes prêt à en payer le prix personnel. Ce genre de dossier devient vite sordide. Orin acquiesça. Je paie le prix personnel depuis 15 ans, maître Whitman. Cette fois, au moins, ce sera pour quelque chose qui a du sens. Le Bell Tower Café se trouvait en bordure du centre-ville, assez loin du quartier juridique pour éviter de croiser quelqu'un du cercle social de Brun. Orin arriva en avance et choisit une table d'angle avec vue sur l'entrée. Il commanda un café noir et attendit. Delaney Ross arriva pile à l'heure, ponctualité de professeur oblige. Elle consulta sa montre avant d'entrer, repéra Orin et le rejoignit à la table. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous, dit Orin en se levant brièvement alors qu'elle s'asseyait.
Ton message semblait important, répondit Delaney en posant sa sacoche de cuir usé. Ellis va bien? Pour l'instant, oui. Mais c'est justement de lui que je voulais te parler. Durant l'heure suivante, Orin lui exposa la situation avec Brun et sa famille. Il prit soin de s'en tenir aux faits vérifiables, sans interprétation émotionnelle. Delaney l'écouta attentivement, posant parfois quelques questions précises, mais le laissant parler sans l'interrompre. C'est beaucoup à assimiler, dit-elle enfin. J'ai toujours senti qu'il y avait des tensions, mais je n'aurais jamais imaginé à ce point. Peu de gens le savent, reconnut Orin. J'ai tout fait pour que ça ne déborde pas, espérant que ça s'améliore. Delaney remua son thé d'un air pensif. Pourquoi me dire tout ça maintenant? Parce que je demande le divorce et la garde, déclara Orin franchement. Et j'ai besoin de témoins de moralité. Des gens qui ont observé ma relation avec Ellis au fil du temps. Qui peuvent parler de son bien-être, du lien entre nous. Et tu penses que je ferai un bon témoin? Tu as été sa prof. Tu nous as vus ensemble au club de sciences chaque semaine pendant 2 ans. Tu as croisé Brun lors de ses rares venues aux événements scolaires. Delaney devint sérieuse. Ce que tu me demandes n'est pas anodin, Orin. Prendre parti dans une affaire de garde peut nuire à ma carrière. Je sais, reconnut Orin. C'est pour ça que je ne te demande ni de mentir ni d'exagérer. Juste de dire ce que tu as vu. Rien de plus. Elle le fixa un long moment. Puis-je te poser une question avant? Et j'ai besoin d'une totale honnêteté. Orin acquiesça. Tu fais ça pour Ellis, ou pour punir Brun? Les deux, avoua Orin sans détour. Je veux protéger Ellis. Et oui, je veux que Brun et sa famille paient les conséquences de leurs actes. Je ne prétendrai pas que ce n'est pas aussi une question de justice, selon ma vision. Delaney sembla surprise par sa franchise. La plupart des gens prétendraient avoir des intentions pures. Je ne suis pas la plupart des gens, répondit Orin. Et tu ne m'aurais pas cru de toute façon. Un léger sourire effleura les lèvres de Delaney. Non. Je ne t'aurais pas cru. Elle inspira profondément. Je témoignerai. Pour Ellis. Ce garçon mérite stabilité et soutien. Merci, dit simplement Orin. Mais Delaney ajouta, avec fermeté. Je veux ta parole que tu ne m'utiliseras pas, moi ou mon témoignage, pour te venger. Je le fais pour Ellis, pas pour t'aider à démolir ta femme. Tu as ma parole, affirma Orin. Mon but n'est pas la destruction. C'est la protection. Plus tard dans la journée, Orin gara son pick-up devant le garage de Aix, dans le quartier industriel à l'est de la ville. L'endroit, vaste et imprégné d'odeurs d'huile moteur et de métal, avait toujours eu pour lui quelque chose d'étrangement rassurant. Il trouva Aix sous une Mustang vintage, seuls ses pieds dépassaient. Le colis est arrivé, annonça Orin. Aix sortit de dessous la voiture, s'essuya les mains sur un chiffon. Les clés de l'entrepôt? Orin lui lança une petite enveloppe. Et l'autorisation de zonage pour usage mixte. Tu peux commencer les rénovations quand tu veux. Aix rangea l'enveloppe sans même l'ouvrir. T'es sûr de ton timing? Ça va vite, même pour toi. J'en suis sûr, confirma Orin. Les choses s'accélèrent à la maison. Aix hocha la tête, son expression grave malgré sa barbe broussailleuse. T'as eu des nouvelles de Brun depuis l'envoi des lettres? Pas directement. Son avocat a contacté le mien. Ils évaluent leurs options. Aix émit un rire sans joie. Traduction, comment on enterre ça discrètement? Exactement, acquiesça Orin. Mais cette fois, ça ne sera pas enterré. Bien, approuva Aix en jetant le chiffon et en croisant ses bras massifs. J'ai jamais aimé la manière dont il te traitait, comme un distributeur automatique sur pattes. Il hésita, puis ajouta. Et le gamin? Ellis est ma priorité, répondit Orin avec fermeté. Tout le reste est négociable. Aix observa son ami un instant. Tu sais, la plupart des mecs se seraient effondrés depuis longtemps. Seraient devenus alcooliques, violents, idiots. Toi, t'es devenu stratégique. Orin haussa légèrement les épaules. J'ai compris très tôt que les émotions faisaient de mauvais conseillers.
Tes foyers d'accueil, demanda X, faisant allusion au rare moment où Orin avait évoqué son enfance. 7 foyers en 12 ans, confirma Orin. Ça t'apprend à anticiper. À préparer des issues de secours. Alors je suis avec toi, déclara X en tendant la main. Quoi que tu aies besoin. Orin la serra. Merci. Et Orin ajouta alors que son ami se retournait pour partir, souviens-toi de ce qu'on a dit. La stratégie, c'est bien, mais ce garçon a besoin du cœur de son père, pas juste de son cerveau. Orin s'arrêta un instant, puis hocha la tête avant de sortir dans la lumière du jour qui s'effaçait. De l'autre côté de la ville, Brin était assise dans le salon soigneusement décoré d'Odessa, entourée de sa famille. L'ambiance était tendue. Chacun d'eux était encore sous le choc des lettres qu'ils avaient reçues. Il bluffe, insista Nolan en faisant les 100 pas sur le sol en marbre italien. Il n'a pas d'enregistrement. C'est une tactique pour nous faire peur. Alors pourquoi avais-tu l'air de t'évanouir quand il a mentionné ton discours aux investisseurs, demanda Hila en levant les yeux de son téléphone, visiblement troublé par la crise familiale. Mêle-toi de ce qui te regarde, rétorqua sèchement Odessa à sa fille. Ceci est une affaire d'adulte. Une affaire d'adulte comme quand vous avez utilisé oncle Orin comme un distributeur automatique personnel, répliqua Hila. Oui, très adulte, marmonna Tran, mais sa voix manquait d'autorité, emplie de peur. Brin se massa les tempes. Mon avocat dit qu'Orin préparait ça depuis des années. Le prénom, le titre de propriété, les comptes, tout est à son nom. Comment as-tu pu laisser faire ça, s'écria Odessa. C'est toi la maligne, non? Moi? La voix de Brin monta d'un ton. Tout a commencé parce que tu ne pouvais pas t'empêcher de lui emprunter de l'argent. Demande à Orin, il ne dira rien, c'est la famille, tu disais. Chaque fois que vous aviez besoin de quelque chose. Ne joue pas les innocentes, gronda Odessa. Tu étais bien contente de vivre dans cette maison, de conduire cette voiture, de partir en vacances à ses frais pendant que tu jouais les philanthropes avec l'argent des autres. Arrêtez tous, intervint Tran. Se battre entre nous, c'est exactement ce qu'il veut. On doit faire front. Faire front contre quoi? Demanda Nolan. As-tu vu les documents? Il a des emails où l'on discute littéralement de comment le manipuler. C'était des discussions privées, protesta Odessa. Sur des comptes qu'il payait apparemment. Tu sais ce qui va arriver à ma société si ces enregistrements sortent, s'écria Nolan. Je perdrai tous mes investisseurs en une nuit. Brin se leva brusquement. Je dois parler à Ellis. Est-ce bien prudent? Demanda Tran, prudent, à cause de la garde. C'est mon fils, répliqua Brin, et c'est ma meilleure chance d'atteindre Orin. Utiliser le gamin comme levier? Nolan haussa un sourcil. C'est justement ce qui nous a mis dans ce pétrin. Brin saisit son sac. Je ne l'utilise pas. Je me bats pour lui. Il y a une différence. Alors qu'elle marchait vers la porte, Odessa l'interpella, Brin, sois prudente. Si Orin a vraiment tout enregistré. Brin s'arrêta, la main sur la poignée. Alors je ferais mieux de m'assurer que mes prochaines paroles valent la peine d'être écoutées. Léla Harlow avait grandi entourée d'adultes aux images publiques soigneusement contrôlées. Elle avait vu sa mère passer d'épuisée et irritable à la maison à charmante et gracieuse en société. Elle avait observé son père changer de ton selon la richesse du client. Elle avait même vu sa tante Brin répéter des discours pour les donateurs devant le miroir. Alors, quand une lettre arriva, détaillant les manipulations de sa famille, il a ressenti une émotion inattendue, la validation. Enfin, quelqu'un d'autre voyait ce qu'elle percevait depuis des années. Assise dans sa chambre, il a relu la partie de la lettre qui la concernait. Enregistrement documentant des discussions entre Odessa Harlow et Brin Mallory concernant l'utilisation de Léla Harlow pour faciliter des demandes financières, y compris mais sans illimité. Astérisque contribution au fonds universitaire, 45 000 $. Astérisque frais de voyage pour un tour d'études en Europe, 22 000 $. Astérisque achat de véhicules, 35 000 $. Aucune de ces sommes n'ayant été utilisée à des fins déclarées. Les mains tremblantes, il a ouvert TikTok et commença à enregistrer.
Alors mon oncle vient d'envoyer à toute ma famille ces lettres hyper détaillées montrant comment ils l'ont escroqué pendant des années, dit-elle en tenant la première page, où l'entête du cabinet d'avocat était bien visible. Et devinez quoi? L'argent que mes parents disaient être pour mes études a en fait servi à rénover leur salle de bain. J'ai littéralement les factures. La vidéo se coupa automatiquement à 3 minutes, mais il en avait déjà assez montré, les noms, les montants, les accusations. Ce n'était plus privé. Elle publia sans hésiter. 24 heures plus tard, la vidéo avait dépassé les 500 000 vues, partagée sur toutes les plateformes. Les médias locaux s'étaient emparés de l'histoire, se concentrant sur Tran Harlow, dont la société de conseil financier était réputée parmi l'élite de Portland, et Odessa, membre de plusieurs conseils de charité. Orin apprit l'existence de la vidéo virale non pas par les réseaux sociaux, mais par Paris Whitman, qui l'appela directement. Ta nièce a compliqué les choses, l'informa Paris sans préambule. Orin, qui aidait Ellis à faire ses devoirs sur la table de cuisine, entra dans son bureau pour prendre l'appel. Qu'est-ce qui se passe? Paris expliqua la situation. Cela change notre calendrier. L'avocat des Harlow a déjà envoyé une mise en demeure contre Ila, mais le mal est fait. Le tribunal de l'opinion publique est ouvert. Je n'ai rien orchestré, dit Orin. Je te crois, répondit Paris. Mais ça impacte notre stratégie. Le juge Werner s'est retiré du dossier. Il prend ses distances avec Tran Harlow aussi vite que possible. C'est bon pour nous. Par contre, l'avocat de Brin va sans doute prétendre que cette exposition publique fait partie de ta campagne contre elle. Cela pourrait lui valoir de la sympathie. Compris, dit Orin. Et maintenant? Reste en silence complet, conseilla Paris. Aucune déclaration aux médias, rien sur les réseaux sociaux. Laisse les Harlow se noyer en public pendant que tu gardes la dignité. Concentre-toi sur Ellis. Protège-le autant que possible. Après l'appel, Orin retourna à la cuisine. Ellis travaillait toujours sur ses problèmes de maths. Tout va bien, papa? Demanda Ellis en levant les yeux. Orin s'assit à côté de lui. Les choses vont être un peu compliquées dans les prochains jours. Les gens pourraient dire des choses sur notre famille. Ellis hocha la tête sagement. Comme quand tante Odessa a dit à tout le monde à l'école que maman avait du mal parce que tu étais difficile. Orin garda un visage neutre, même s'il était surpris. Quand ça? À la vente aux enchères de l'école le mois dernier. Elle a dit à Madame Brennan que maman méritait une médaille pour te supporter. Je vois, dit Orin avec prudence. Et toi, qu'est-ce que ça t'a fait? Ellis réfléchit avec la gravité d'un enfant de 9 ans. J'étais en colère, parce que t'es pas difficile. T'es juste calme. C'est maman qui crie, claque les portes, et dit des choses méchantes quand les gens écoutent pas. Orin posa une main sur l'épaule de son fils. Ellis, je veux que tu saches que tout ce qui se passe entre ta mère et moi n'est pas de ta faute. Je sais, dit Ellis avec une assurance inattendue. Madame Ross dit que les adultes font leurs propres choix et que les enfants ne sont pas là pour les réparer. Madame Ross est très sage, dit Orin, faisant une note mentale de remercier Delaney. Plus tard ce soir-là, après qu'Ellis fut couché, la sonnette d'Orin retentit. Il ouvrit la porte pour trouver Brin sur le perron, les yeux rougis, l'apparence désordonnée. Tu as vu les infos? Demanda-t-elle en le poussant pour entrer dans le hall. Je ne regarde pas les infos, répondit calmement Orin en refermant la porte. Tu devrais. Ta fameuse documentation est partout sur Internet. Les plus gros clients de Tran retirent leur compte, Odessa a été forcé de quitter le conseil de l'hôpital pour enfants, et l'action de la société de Nolan a chuté de 30%. Sa voix montait avec chaque mot. Baisse d'un ton, murmura Orin. Ellis dort. Notre fils est le moindre de tes soucis, siffla Brin. La réputation de ma sœur est ruinée, la société de mon frère s'effondre, tout ça parce que tu ne pouvais pas encaisser quelques critiques familiales. Un vote familial pour m'exclure, ce ne sont pas des critiques, Brin. C'est de la cruauté, dit Orin, sa voix calme. Et je n'ai rien publié. C'était le choix de Leila. Après que tu aies envoyé ces lettres. Des lettres qui ne contiennent que la vérité, répliqua Orin. Si la vérité fait du mal à votre famille, alors peut-être que le problème ne vient pas du messager.
Le visage de Brin passa de la colère au calcul. « Qu'est-ce que tu veux, Orin? De l'argent? La maison? Dis ton prix et on fait disparaître tout ça. Je t'ai déjà dit ce que je veux. Un divorce. Et la garde d'Ellis? Tu ne peux pas m'enlever mon fils, insista Brin, bien que sa voix manquât de la conviction d'autrefois. Je ne le veux pas, répondit Orin avec sincérité. Mais je ferai tout ce qui est nécessaire pour le protéger, même de sa propre mère. Brin le scruta, comme si elle le voyait clairement pour la première fois. Tu sais, je pensais que tu étais simplement maladroit socialement, que tu ne comprenais pas comment fonctionnent les gens. Mais ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Tu comprends parfaitement, tu t'en fiches juste. Je me soucie profondément, la corrigea Orin. Juste pas des choses que tu valorises. Un silence tendu s'installa entre eux avant que Brin ne reprenne la parole. Mon avocat dit que je devrais proposer une garde partagée, 50-50e. Mon avocat déconseille cela, répondit Orin. À cause de tes enregistrements, le défia Brin. Tu penses qu'un juge te donnera la garde exclusive parce que j'ai raté quelques foires scientifiques et emprunté de l'argent? Non, dit Orin. À cause de ce que toi et Odessa prévoyiez de faire avec Ellis si je demandais le divorce. Le visage de Brin pâlit. De quoi parles-tu? Orin se dirigea vers son bureau et revint avec un email imprimé. Ce message d'Odessa pour toi, daté d'il y a 3 mois, si Orin trouve le courage de déposer, il faut s'assurer qu'Ellis reste avec toi. Tandis que la meilleure stratégie est de prétendre une négligence émotionnelle. Les enfants de son âge sont faciles à coacher. Il suffit de planter les bonnes histoires. Brin arracha le papier, les mains tremblantes. Où as-tu eu ça? Tu as laissé ton iPad connecté à ton email quand tu es allé à Aspen avec Odessa l'hiver dernier, expliqua Orin. J'ai eu accès à tes comptes depuis. C'est une atteinte à la vie privée. Oui, acquiesça simplement Orin. Ça l'est. Brin froissa le papier dans son poing. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, tu pars, dit Orin. Demain, mon avocat contactera le tien avec les termes d'un accord. Je te suggère de l'accepter. Sinon quoi, défia Brin, bien que sa voix manquât de conviction. Sinon, nous irons au tribunal, et tout chaque email, chaque enregistrement, chaque transaction financière deviendra un dossier public. Orin ouvrit la porte d'entrée. À toi de choisir. Après le départ de Brin, Orin alla vérifier Ellis, qui dormait paisiblement malgré la confrontation en bas. Il ajusta doucement la couverture sur les épaules de son fils, puis retourna à son bureau. Il s'assit à son bureau pendant un long moment, fixant la photographie de Brin, Ellis et lui-même prise lors du 5e anniversaire d'Ellis. Il semblait être une famille parfaite à l'époque. Peut-être ne l'était-il jamais. Orin ouvrit son journal et commença à écrire. Transition musicale douce. Le palais de justice du comté de Multnomah se dressait devant Orin alors qu'il montait les marches, Paris Whitman à ses côtés. Malgré l'heure matinale, un petit groupe de journalistes s'était rassemblé, alerté par l'affaire de divorce très médiatisée impliquant la sœur du désormais discrédité conseiller financier Tran Harlow. Pas de commentaire, lui rappela Paris inutilement. Le juge Martinez tient une salle d'audience stricte. Restez factuel, restez calme, quelles que soient les provocations. Orin acquiesça, ajustant sa cravate. Le costume anthracite qu'il portait était l'une de ses rares concessions à l'apparence. Ellis l'avait aidé à le choisir le week-end précédent, insistant pour que son père ressemble à un super-héros pour le tribunal. À l'intérieur, la salle d'audience était déjà peuplée d'équipes juridiques. Brin était assise à côté de son avocat, Vance Caldwell, semblant composé dans une robe bleu marine conservatrice qu'Orin reconnaissait comme sa tenue sérieuse pour les réunions avec les donateurs. Derrière elle se tenaient Odessa et Nolan, bien que Tran fût notablement absent, probablement occupé à gérer les retombées professionnelles de la vidéo virale d'Hila. Alors qu'Orin prenait place, il remarqua Elani Ross entrer discrètement, prenant place au dernier rang. Leurs regards se croisèrent brièvement et elle lui offrit un petit signe d'encouragement. « Veuillez vous lever », annonça le huissier alors que le juge Elena Martinez entrait. Dans la cinquantaine, avec des cheveux noirs striés d'argent et des yeux perçants,
Elle avait la réputation d'être efficace et intolérante aux théâtralités. Mallery contre Mallery, déclara-t-elle en consultant le dossier devant elle. Dissolution du mariage et détermination de la garde. J'ai examiné les soumissions des deux parties, y compris la documentation assez étendue fournie par le demandeur. Elle leva les yeux brusquement. Je vais être clair dès le départ, je n'ai aucune patience pour les spectacles publics dans ma salle d'audience. Ces procédures se concentreront uniquement sur les questions juridiques en jeu, pas sur les drames des réseaux sociaux ou les vendettas familiales. Est-ce compris? Les deux équipes juridiques acquiescèrent. Les 3 heures suivantes se déroulèrent avec une précision méthodique alors que les dossiers financiers étaient présentés, les chronologies établies et les déclarations préliminaires des témoins enregistrées. Orin témoigna brièvement de sa relation avec Ellis, décrivant son implication constante dans la vie de son fils, son développement éducatif et son bien-être émotionnel. Lorsque Bryn prit la parole, son témoignage prit une tournure inattendue. Madame Mallery, commença son avocat, comment décririez-vous le style parental de votre mari? Bryn jeta un coup d'œil à Orin avant de répondre. Orin est très structuré. Il croit en la routine, les conséquences, l'enrichissement éducatif. Il n'est pas spontané ni particulièrement affectueux, mais... Elle s'interrompit, semblant lutter avec ses mots. Mais il est constant. Ellis sait toujours à quoi s'attendre de lui. Et votre propre approche de la parentalité? Je suis plus flexible, répondit Bryn. Je crois que les enfants devraient expérimenter différents environnements, différentes perspectives. Mon travail en philanthropie a exposé Ellis à des causes sociales importantes. Avez-vous déjà été préoccupé par la connexion émotionnelle de votre mari avec votre fils? Bryn hésita et Orin se tendit imperceptiblement, attendant l'attaque qu'il anticipait. Non, dit finalement Bryn, surprenant tout le monde dans la salle d'audience. Quelles que soient nos différences, Orin et Ellis. Cela n'a jamais été remis en question. Vance sembla surpris par la déviation de sa cliente par rapport à leur témoignage préparé, mais se reprit rapidement. Madame Mallery, compte tenu de la situation actuelle, quel arrangement de garde pensez-vous servirait le mieux les intérêts d'Ellis? Encore une fois, Bryn hésita. Elle regarda directement Orin pour la première fois. Je crois qu'Ellis devrait vivre principalement avec son père. Un murmure parcourut la salle d'audience. Le juge Martinez frappa une fois de son marteau. Madame Mallery, s'adressa-t-elle directement à elle, déclarez-vous officiellement que vous soutenez la demande du demandeur pour la garde physique principale? Oui, votre honneur, confirma Bryn, sa voix ferme malgré les larmes qui se formaient dans ses yeux. Avec des droits de visite étendus pour moi, bien sûr. Mais Orin offre la stabilité dont Ellis a besoin en ce moment. Pause musicale. Pendant la pause qui suivit, Paris tira Orin à l'écart dans le couloir. Saviez-vous qu'elle allait céder la garde? Demanda-t-elle, incrédule. Non, admit Orin, véritablement surpris. Je m'attendais à une bataille. Cela change considérablement les choses, nota Paris. Avec la garde essentiellement incontestée, nous pouvons. Delaney les approcha timidement. Je suis désolé de vous interrompre, je voulais juste vous dire qu'Ellis m'a demandé de vous donner ceci. Elle tendit à Orin une feuille de papier pliée. Il l'a faite pendant le club de science hier. Orin déplia le papier pour découvrir un dessin au crayon de lui-même et d'Ellis debout devant ce qui semblait être une nouvelle maison, avec les mots « L'aventure de papa et moi », écrits en haut en écriture enfantine. Il parle de vos projets de déménagement, expliqua Delaney avec un petit sourire. Il appelle ça votre aventure ensemble. Je pensais que vous aimeriez la voir aujourd'hui. Merci, dit simplement Orin, repliant soigneusement le dessin et le plaçant dans sa poche intérieure, près de son cœur. Musique de conclusion. Lorsque les procédures reprirent, le juge Martinez passa directement à sa décision, citant la circonstance inhabituelle d'une demande de garde non contestée. Sur la base des preuves présentées et de l'accord des deux parties, j'accorde la garde physique principale d'Ellis Mallery à son père, Orin Mallery, avec des droits de visite standards pour Bryn Mallery. Elle fixa Bryn d'un regard sévère. Madame Mallery, bien que je salue votre apparente priorité accordée au bien-être de votre fils dans cette affaire, je dois noter que la documentation soumise à cette cour concernant votre comportement passé envers Monsieur Mallery est préoccupante.
Et le bureau, savamment placé pour capter la lumière de l'après-midi. Tu as fait tout ça, en planifiant le divorce, demanda X à voix basse, se tenant à côté d'Orin dans l'encadrement de la porte. Il fallait bien quelque chose à espérer, répondit Orin calmement. Un endroit où recommencer. X hocha la tête avec approbation. Toujours aussi malin. L'école ouvre le mois prochain. 3 semaines. La première classe est déjà complète. Il s'avère qu'il y a une forte demande pour une formation logistique pratique, qui ne nécessite pas un diplôme de 4 ans. Tu as toujours su voir les opportunités que les autres manquaient, nota X. C'est pour ça que tes entrepôts ont toujours surpassé ceux des autres. Orin sortit alors une clé de sa poche et la tendit à X. L'installation du Nord-Est est à toi maintenant. Les papiers de transfert sont en cours. X fixa les clés, stupéfait. Orin, c'est une propriété de plusieurs millions. Et tu as amplement mérité ta part, déclara Orin d'un ton neutre. Considère ça comme un partage de bénéfices, bien trop tardif. Avant même qu'X ne puisse répondre, la sonnette retentit. Élise surgit de sa chambre. C'est Mademoiselle Ross, avec une pizza. Delaney se tenait dans l'entrée, 3 boîtes à pizza empilées dans les bras, un sourire hésitant sur les lèvres. Livraison de pendaison de crémaillère, annonça TL. J'espère que tout le monde aime la pizza combo. C'est ma préférée, s'exclama Élise en prenant précautionneusement les boîtes et les portant à la cuisine avec un soin exagéré. Entrez, invita Orin en s'écartant. On s'organise encore, mais la table est prête. En entrant, Delaney jeta un coup d'œil appréciateur à l'intérieur spacieux. C'est incroyable, Orin. Quand tu as dit entrepôt réaménagé, j'imaginais quelque chose de beaucoup plus industriel. C'est papa qui l'a conçu lui-même, cria Élise fièrement depuis la cuisine. Il a même fait que mon plafond ressemble à une carte des constellations. Le dîner fut étonnamment agréable. Élise monopolisa la conversation, parlant avec passion de ses projets pour sa nouvelle chambre et de son excitation à propos de Riverview. X les divertit avec des anecdotes de ses débuts aux côtés d'Orin, dressant le portrait d'un jeune homme méthodique qui avait révolutionné les pratiques d'expédition régionale. Ton père a déjà réorganisé un entrepôt entier en une seule nuit, juste parce qu'il avait calculé qu'il gagnerait 12 secondes par colis. X éclata de rire au souvenir. Les autres chefs pensaient qu'il était fou, jusqu'à ce que la productivité augmente de 20% ce mois-là. C'est comme ça qu'il m'aide pour mes devoirs, aussi, commenta Élise entre deux bouchées. Il me montre pas seulement les réponses. Il me montre des façons plus rapides de résoudre les problèmes. C'est une compétence précieuse, observa Delaney avec un sourire chaleureux. En enseignement, et dans la vie. Après le dîner, X s'éclipsa pour terminer quelques travaux électriques dans la chambre d'Élise, laissant Orin, Delaney et le garçon dans le salon. Élise était absorbée à déballer méticuleusement sa collection de livres scientifiques, les alignant avec soin sur les étagères. Il a l'air de bien s'adapter, nota Delaney doucement. Orin hocha la tête. Les enfants sont résilients. Et il savait que c'était prévu, pas soudain. On en parle depuis des mois. Tu es doué avec lui, observa-t-elle. Patient. Présent. J'ai eu de bons exemples de « ce qu'il ne faut pas faire », répondit Orin, une rare allusion à son passé. Delaney sembla comprendre, sans avoir besoin de plus d'explications. D'un point de vue d'enseignante, tu lui donnes exactement ce dont il a besoin, stabilité, encouragement, limite. J'essaie, admit Orin. Ce n'est pas toujours facile de trouver le bon équilibre. Aucun parent ne le sait, répondit-elle avec un léger rire. On fait juste de notre mieux, et on espère que ça suffira. Élise les rejoignit, tenant un livre sur l'exploration spatiale. Mademoiselle Ross, saviez-vous que Jupiter a 79 lunes? Non, je ne savais pas, répondit-elle avec un véritable intérêt. Ça fait une sacrée collection. Papa a promis qu'on aurait un télescope sur la terrasse, s'exclama Élise. Peut-être que, vous pourriez venir un jour? Si vous voulez. Delaney jeta un coup d'œil à Orin, qui hocha doucement la tête. J'adorerais ça, Élise. Vraiment. Plus tard, une fois qu'Élise fut installée dans sa chambre et qu'X était parti,
Orin raccompagna Delaney jusqu'à sa voiture. Merci, dit-il simplement. Pour tout. Pour ton témoignage, la pizza, et pour ta gentillesse envers Ellis à travers tout ça. Tu n'as pas besoin de me remercier pour ça, répondit Delaney, sincère, baigné dans la douce lumière du soir. Ellis est un garçon merveilleux. Et toi? Elle hésita, puis poursuivit. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es, tu sais. Que disent-ils? Demanda Orin, réellement curieux. Que tu es froid. Calculateur. Sans émotion. Elle secoua la tête. Mais ce n'est pas ce que je vois. Je vois quelqu'un qui ressent, profondément. Mais prudemment. Quelqu'un qui planifie tout méticuleusement, parce qu'il accorde de la valeur à ce qu'il protège. Orin resta silencieux un instant, peu habitué à être vu avec autant de clarté. Je ne suis pas doué pour exprimer les choses, admit-il enfin. Ce n'est pas naturel pour moi. Tu n'en as pas besoin, dit-elle doucement. Tu t'exprimes dans tes actions. Dans ta loyauté. Dans la façon dont tu as bâti cette nouvelle vie pour Ellis. Elle sourit. Certains parlent d'amour. Toi, tu le construis. Brique par brique. En montant dans sa voiture, elle ajouta avec un clin d'œil. Et j'étais sérieuse à propos du télescope. J'aimerais vraiment voir les lunes de Jupiter un jour. Orin la regarda s'éloigner, une étrange légèreté dans la poitrine, une sensation qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Croissant de lune Seine 3, un nouveau commencement. 3 mois plus tard, la Bellevue Logistic Academy battait son plein. Le rez-de-chaussée de l'entrepôt avait été transformé en centre de formation pratique, station d'expédition, système d'inventaire, et une petite flotte de chariots élévateurs pour l'apprentissage en situation réelle. 15 étudiants allant de jeunes diplômés du secondaire à des professionnels en reconversion évoluaient entre les postes de travail sous le regard attentif de Aix. Orin les observait depuis son bureau, une large baille vitrée donnant sur la salle d'entraînement. Son attention oscillait entre les élèves et les rapports trimestriels de ces entrepôts restants, désormais gérés par une équipe qu'il avait lui-même choisie et formée. Un coup frappé à la porte interrompit sa concentration. Delaney entra, un Tupperware à la main. Je me suis dit que la classe apprécierait un petit boost sucré, expliqua-t-elle avec un sourire. Ellis m'a aidé à les faire hier soir, pendant qu'on travaillait sur son projet de science. Tu n'étais pas obligé. Dit Orin, mais son expression s'adoucit à ce geste attentionné. Je sais, répondit Delaney simplement. Mais j'en avais envie. Ces derniers mois, Delaney était devenu une présence régulière dans leur vie. Ce qui avait commencé comme un simple soutien scolaire, s'était transformé en dîner partagé, sorti le week-end. Et au fil du temps, leurs conversations devinrent de plus en plus naturelles, de plus en plus réconfortantes. Orin découvrit en elle quelque chose qu'il n'avait pas anticipé, quelqu'un qui acceptait sa nature méthodique, sans jamais chercher à la changer. Comment Ellis s'en sort-il avec le planning de garde? Demanda Delaney en s'asseyant en face du bureau d'Orin. L'arrangement s'était stabilisé, Ellis passait un week-end sur 2 avec Bryn, et dînait chez elle tous les mercredis. Mieux que prévu, répondit Orin. Honnêtement, Bryn semble faire de véritables efforts. Elle est plus impliquée, plus présente quand elle est avec lui. Et toi? Comment tu le vis? La question de Delaney était douce, mais directe. Une qualité qu'Orin avait appris à apprécier chez elle. Il prit un moment pour réfléchir, fidèle à sa nature réfléchie. C'est un ajustement. Je n'ai jamais voulu éloigner Ellis de sa mère, juste l'éloigner de son influence quand elle devenait néfaste. Il marqua une pause. Voir qu'elle a changé d'approche. C'était inattendu. Les gens peuvent te surprendre, nota Delaney. Parfois, même agréablement. Avant qu'Orin ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un message d'Ellis. Papa, j'ai eu un A+ pour mon modèle du système solaire. Madame Jensen veut l'inscrire à la foire scientifique du district. Orin montra le message à Delaney, un rare sourire traversant son visage. Il a travaillé sur ce modèle pendant des semaines. Delaney rit. J'ai encore des paillettes dans les cheveux à cause des anneaux de Saturne. Le moment était simple, naturel,
jusqu'à ce que X apparaisse à la porte. Désolé de déranger, mais quelqu'un veut te voir, Orin. Son expression était inhabituellement sérieuse. C'est Nolan. Le visage d'Orin se referma instantanément. Je vais aller porter ces cookies aux élèves avant qu'ils refroidissent, dit Delaney en se levant. Reste, demanda Orin d'une voix basse. Si ça ne te dérange pas. Elle hocha la tête et se rassit tandis que X introduisait Nolan. Le jeune frère de Bryn avait changé. Fini le CEO sûr de lui. Il portait des vêtements simples, son attitude était bien plus posée. Orin, dit Nolan maladroitement. Merci de me recevoir. Que veux-tu, Nolan, demanda Orin sans détour, ne s'embarrassant pas de politesse. Nolan jeta un regard hésitant à Delaney. Tout ce que tu as à me dire, tu peux le dire devant elle, affirma Orin. Nolan acquiesça, puis inspira profondément. J'ai vendu la boîte. Ou ce qu'il en restait, après la débâcle. Je sais, répondit Orin, ayant suivi les nouvelles du secteur. La start-up prometteuse de Nolan avait été rachetée pour une bouchée de pain. Bien sûr que tu sais. Nolan se racla la gorge. Je suis pas là pour demander de l'aide, ni de l'argent. Je voulais juste dire, que je suis désolé. Les mots tombèrent dans le silence, aussi inattendus pour lui que pour Orin. Désolé pourquoi exactement, demanda Orin, peu enclin à lui faciliter la tâche. Pour tout. Nolan croisa enfin son regard. Pour la première fois en 15 ans. Pour t'avoir traité comme un distributeur automatique. Pour avoir suivi aveuglément les plans d'Odessa. Pour ne pas avoir vu ce que ça faisait à Ellis. Il déglutit difficilement. J'étais arrogant, aveugle. Et, un con. Orin le dévisagea en silence, jaugeant la sincérité de cette prétendue prise de conscience. Quels sont tes projets maintenant, demanda-t-il finalement. Nolan lâcha un petit rire amer. Repartir de zéro. J'ai décroché un job dans une petite boîte de logiciels à Eugène. Du codage de base, si tu peux y croire. Retour aux fondamentaux. L'humilité, c'est formateur, observa Orin. Ouais, et moi je suis en immersion totale. Il hésita, puis ajouta. Bryn m'a dit qu'Ellis allait super bien. Que t'as construit quelque chose de solide ici. C'est vrai, confirma Orin, jetant un regard furtif à Delaney, regard que Nolan ne manqua pas. Tant mieux, vraiment. Nolan se leva maladroitement. Je voulais juste te dire ça. Et te prévenir que Tran et Odessa ont rompu. Après que tout ait éclaté, leur couple n'a pas survécu à l'enchaînement des reproches. Il sembla hésiter à en dire davantage, puis conclut simplement. Prends soin de toi, Orin. Après son départ, Delaney se tourna vers Orin. C'était inattendu. Les gens peuvent vraiment te surprendre. Orin répéta ces mots à elle, son expression pensive. Même si ce n'est pas toujours comme on l'imagine. Est-ce que ça change quelque chose pour toi, demanda-t-elle doucement. Il prit le temps de réfléchir, comme à son habitude. Non, répondit-il finalement. Je ne pardonne pas ce qu'ils m'ont fait, ni ce qu'ils ont fait à Ellis. Mais je n'ai plus besoin de porter cette colère non plus. Il regarda par la fenêtre, vers les élèves qui étudiaient en bas. Il y a plus de valeur à construire du neuf, qu'à ruminer ce qui a été brisé. Delaney lui adressa un sourire chaleureux. Une belle philosophie de vie. J'apprends encore, admit Orin, un coin de sa bouche s'étirant en un sourire discret. Ce soir-là, alors qu'Ellis racontait avec enthousiasme son projet scientifique au dîner, Orin l'observait avec une fierté silencieuse. Son fils avait gagné en confiance ces derniers mois. Il cherchait moins à plaire à tout le monde. Madame Jensen m'a dit de préparer une présentation pour les juges, expliqua Ellis entre deux bouchées. On peut s'entraîner ce week-end. Bien sûr, acquiesça Orin. Mais n'oublie pas que tu vas chez ta mère samedi. Je sais, répondit Ellis en hochant la tête. Maman a dit qu'elle m'aiderait aussi. Elle est super forte pour les présentations. Oui, elle l'est, admit Orin, lui rendant ce mérite. Après le dîner, ils montèrent sur la terrasse qu'Orin avait fait aménager pour la passion d'Ellis, l'astronomie. Le télescope,
Un modèle sophistiqué choisi après des semaines de recherche, était déjà pointé vers l'ouest, là où Jupiter apparaîtrait bientôt. Papa, demanda Élise en attendant que le ciel s'assombrisse, est-ce que tu es heureux, maintenant? La franchise de la question, si typique de son fils, fit marquer une pause à Orin. Il le regarda, puis contempla la vie qu'ils avaient bâtie ensemble. Oui, répondit-il simplement. Je le suis. Élise hocha la tête, satisfait. Moi aussi. Il se pencha sur le télescope, ajustant doucement la lentille. Mademoiselle Ross te fait sourire plus. Orin leva un sourcil, surpris par l'observation. Ah bon? MMHMM, confirma Élise, très sérieux. Et tu écoutes ses idées. Pas juste ses mots. C'est important. C'est toi qui me l'as appris. C'est vrai, admit Orin, touché de voir ses propres leçons revenir à lui par la voix de son fils. Je pense qu'elle devrait venir plus souvent, déclara Élise, toujours concentrée sur le ciel. Elle nous comprend. Avant qu'Orin ne puisse répondre, la sonnette retentit. C'est elle, s'écria Élise, triomphant. Je l'ai invitée à voir les lunes de Jupiter avec nous. Ça te va? Orin sourit. Un sourire sincère, dénué de toute retenue. Un sourire qui adoucissait son visage habituellement réservé. Oui, Élise. Ça me va très bien. Alors qu'Élise courait ouvrir la porte, Orin resta un instant sur la terrasse, contemplant la rivière et la ville au loin. Le chemin qu'il avait mené ici n'avait pas été simple. Ni sans douleur. Mais dans la lumière déclinante, il ressentait une certitude qu'il avait longtemps cherchée. Il avait protégé ce qui comptait le plus. Il avait bâti quelque chose qui en valait la peine. Et peut-être, contre toute attente, il avait trouvé des liens qui méritaient d'être nourris, non par devoir, mais par compréhension véritable. Quand Élise revint avec Delaney, son sourire illuminant la pénombre, Orin sentit que les dernières pièces de sa nouvelle vie prenaient enfin leur place. Pas parfaite. Pas sans défi. Mais réelle. Solide. Jupiter et ses lunes nous attendent, dit-il en désignant le télescope. Élise les suit chaque jour depuis une semaine. Alors qu'il s'attroupait autour de l'instrument, observant tour à tour les astres lointains, Orin comprit que certains voyages, comme la lumière de ces lunes lointaines, prennent du temps à atteindre leur destination, mais une fois arrivés, ils illuminent tout sur leur passage. Having fun? I hope you all are having as much fun as I am. Okay. Customize pricing. Okay, can't move? That's gotta go up. I'm sorry, chat. It's gotta go up. That shit has killed me so many times. Okay. Clutter inventory is good. Delete random item is probably fine. Okay, do or die. How much was that? 250? Yeah, like there's a chance that it's like the most nothing thing ever and it's fine, but then there's a chance that it just insta kills me. And I don't know if that's really that fun of a thing, you know? Like maybe I should just disable it. Cuz I feel like maybe 10% of the time it'll be like, "Oh, will he get it?" But like the rest of the time it's either like insta kill as you just saw or like nothing at all. Like if I was on the surface and it was stand on sand, it's like okay, you know. So I think I'm actually just gonna disable that. Can't move is so broken. In the case that you used it, yeah. Okay, where is do or die? I think I'm just disabling do or die, chat. If I can fucking find it. It like it sounds fun, but I think in practice it's kind of not. Something like stand on sand is exactly what I was hoping for.
What do you think the most peak mods of Minecraft history are? My answer is not particularly I have a very popular opinion, and that is that I think the create mod is probably the best mod ever made. I think it fits into the game perfectly. I think it expands the game in a way that is like super fun and interesting to me. Like I feel like if you added create to a player's game who's never played Minecraft before, they wouldn't even be able to tell that it's modded because it just works so well. I need to learn create. Yeah, I mean, there's definitely a learning curve for it. But once you get it, it's like it opens up the game in a way that makes it so fucking rewarding. It does lag your shit if you really get into it though, which is problematic sometimes. Let's see some other amazing mods. Let me think. Hold on. There's some other absolutely peak ones. Trying to think. I know the Aether was really popular. I actually never played it though, so I can't really speak to that. Okay, we're almost ready to get into a new world here, guys. Sorry for the delay. I have to restart everything basically when I start a new run. Tinker's Construct? That was pretty good. Yeah, that adds a lot of depth to tools and stuff. All right, what is this, 9? Oh my god, hardcore 9. What do y'all do to me, chat? Rio again. Session has started. We're in. We got ice spikes. Okay. So can't move has